Bonjour à tous, bienvenue sur Psychobrio. Aujourd'hui, on va répondre à la question qu'est-ce que la violence émotionnelle? Donc, c'est une vidéo en 3 parties. Ceci est la première partie de cette série. Mais avant de commencer, si vous ne l'avez pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner et aussi à cliquer sur la cloche de notification. Comme ça, vous serez informé à chaque fois que je télécharge une nouvelle vidéo. Donc, qu'est-ce que la violence émotionnelle? La violence émotionnelle consiste à contrôler une autre personne en utilisant ses émotions pour la critiquer, l'embarrasser, lui faire honte, la blâmer ou la manipuler. La violence émotionnelle peut servir dans n'importe quelle relation, y compris entre amis, membres de la famille et collègues. En général, une relation est émotionnellement abusive lorsqu'il existe une utilisation constante de mots abusifs, agressifs et de comportements d'intimidation qui dévaluent l'estime de soi d'une personne et sapent sa santé mentale. L'objectif sous-jacent de la violence émotionnelle est de contrôler l'autre personne en la discréditant, en l'isolant et en la réduisant au silence. C'est l'une des formes d'abus les plus difficiles à reconnaître car elle peut être tellement subtile et insidieuse que personne ne la voit, que personne ne remarque quoi que ce soit. Quoi qu'il en soit, la violence émotionnelle peut ébranler votre estime de soi et vous pouvez commencer à douter de vos perceptions et de votre réalité. En fin de compte, vous pouvez vous sentir piégé. Les personnes maltraitées émotionnellement sont souvent trop blessées pour supporter la relation plus longtemps. Ainsi, le cycle se répète jusqu'à ce que quelque chose soit fait. Prenons un exemple. Vous avez peut-être entendu parler du film Give Me Shelter. En français, ça se prononce, le titre c'est Protège-moi. C'est un film avec Vanessa Hudgens, je ne sais jamais prononcer son nom, Vanessa Hudgens, et l'autre actrice c'est Rosario Dawson. Il y a même dans le film euh, Earl Grey, non, j'ai oublié son nom, le gars qui est dans Star Wars, celui qui fait le rôle, enfin non, il a la voix, il interprète la voix de Anakin, Anakin Skywalker, Darth Vader, quand il devient Darth Vader, dans les 3 premières séries. C'est un film intéressant, hein. Donc, l'histoire, c'est Agnès Bailey. On l'appelle Apple parce que quand elle était bébé, son père avait écrit une lettre où il disait que c'est la pomme de ses yeux. You are the apple of my eyes. Donc, Agnès, qu'on appelle Apple, elle est jouée par Vanessa Hudgens. C'est une jeune fille qui n'a jamais eu une vie facile. Elle a été placée en famille d'accueil pendant des années et sa mère, June, est une toxicomane abusive qui ne la veut que pour l'aide sociale qu'elle lui fournit. En fait, que pour les allocations familiales. Un jour, Agnès décide de s'enfuir et de partir à la recherche de son père. Son père s'appelle Tom Fitzpatrick. Il est joué par l'acteur Brendan Fraser. Et elle découvre que son père est maintenant un homme riche parce qu'il est devenu un courtier à Wall Street. Et non seulement il est riche, mais maintenant il a sa propre famille, une femme avec des enfants. Tom, le père, accepte d'accueillir Agnès. Mais Agnès est rapidement expulsée de la maison lorsque sa belle-mère, c'est ça, la belle-mère, la nouvelle femme de Tom, apprend que Agnès est enceinte et qu'elle décide de garder le bébé. Donc, c'est un film super intéressant. Du point de vue psychologique, c'est une mine de trésors. Je vous invite à regarder. Donc, le titre en anglais, c'est Give Me Shelter. Si vous voulez, vous pouvez avoir la vidéo en anglais et je pense qu'il y a les sous-titrages en français. Ou si vous le voulez carrément en français, ça s'appelle Protège-moi. Donc, dans ce film, la mère de Agnès, Apple, la mère de Agnès est violente, tant physiquement qu'émotionnellement. À chaque fois qu'elle voit sa fille, elle ne peut pas lui dire quelque chose de bien. Au contraire, elle ne lui dit que des méchancetés et la rabaisse. Donc maintenant, nous allons voir les signes de violence émotionnelle. Il y a plusieurs signaux d'alarme de violence émotionnelle. Gardez à l'esprit que même si votre partenaire, parent, collègue ou ami ne fait qu'une poignée de ces choses plutôt que de les faire toutes, votre relation avec eux est toujours émotionnellement abusive.
Lorsque vous réfléchissez à votre relation, rappelez-vous également que la violence émotionnelle est souvent subtile. En conséquence, il peut être extrêmement difficile d'en détecter les signes. Si vous avez du mal à discerner si votre relation est abusive, pensez à ce que vos interactions vous font ressentir. Si vous vous sentez blessé, frustré, confus, incompris, déprimé, anxieux ou inutile, chaque fois que vous interagissez avec cette autre personne, il y a de fortes chances que votre relation avec cette personne soit émotionnellement abusive. Dans le film Protège-moi, après chaque interaction avec sa mère, Apple est dépressif. Aussi, ne tombez pas dans le piège de vous dire que ce n'est pas si grave et minimiser le comportement de l'autre personne. Tout le monde mérite d'être traité avec gentillesse et respect, y compris vous. Réaliser cela peut vous aider à arrêter le cycle de violence émotionnelle. Mais pour cela, il doit y avoir des attentes réalistes. Par exemple, un signe de violence émotionnelle est si l'autre personne place des attentes irréalistes sur vous. Voici quelques exemples. Donc ici, je vais parler de 7 exemples. Exemple numéro 1. Si l'autre personne fait des demandes déraisonnables. Par exemple, vous êtes nul en maths et cette autre personne veut que vous deveniez un astronaute ou un médecin ou, vous savez, des trucs scientifiques qui demandent que vous soyez bon en maths alors que vous êtes nul en maths. Ça, c'est un signe, ce sont des demandes déraisonnables. Point numéro 2, si l'autre personne s'attend à ce que vous répondez à leurs besoins à tout moment. C'est-à-dire que vous mettez tout de côté pour répondre à leurs besoins. Vous êtes occupé à faire quelque chose et eux vous téléphonent et vous devez larguer ce que vous faites et courir chez eux pour les aider. Comme si vous n'aviez rien d'autre à faire. Ça, ce sont des signes d'attente déraisonnables. Ça se passe pas comme ça dans la vie normale. Vous pouvez faire ça exceptionnellement, mais ça ne peut pas être votre mode de vie. Autrement, vous ne ferez rien de votre propre vie. Le point numéro 3, exigez que vous passiez tout votre temps ensemble. Ça, c'est un peu en accord avec le point numéro 2. Vous ne pouvez pas passer votre vie 24 heures sur 24 avec quelqu'un. Vous devez faire des choses pour vous-même. Vous devez aller au travail, vous devez aller à l'école, vous devez faire de l'exercice, vous devez aller acheter à manger, vous devez faire ci, vous devez faire ça, vous devez faire des choses pour vous-même. Vous ne pouvez pas juste être là au service de quelqu'un 24 heures sur 24. Ça, ce sont des attentes déraisonnables. Point numéro 4, être insatisfait, peu importe à quel point vous essayez de ou combien vous donnez. Vous savez, dans la vie, on ne peut faire que de son mieux. Une fois que vous avez fait de votre mieux et que l'autre personne n'est pas contente, vous savez quoi? Larguez cette personne. Parce que cette personne veut que vous fassiez mieux que de votre mieux, ce qui est impossible. Donc ça, c'est encore une fois une attente déraisonnable. Point numéro 5, vous critiquez pour ne pas avoir accompli les tâches conformément à leurs normes. Il y a des gens qui ont des normes qui c'est à dormir debout. Par exemple, Marjorie a décidé qu'elle va bien nettoyer la maison avant que sa mère arrive. Donc, elle nettoie au mieux qu'elle peut. Mais quand sa mère arrive, elle détecte une poussière sous le canapé. Et elle pique une crise de rage. Donc ça encore, c'est une attente déraisonnable. C'est un peu comme le signe précédent. Dans la vie, vous ne pouvez faire que de votre mieux. Si quelqu'un exige que vous fassiez mieux que de votre mieux, cette personne est une personne abusive. C'est un cinglé. Restez pas avec une personne comme ça parce que vous ne serez jamais heureux et cette personne ne sera jamais satisfaite de quoi que ce soit que vous faites. C'est quelqu'un qui, dans son cœur, déjà ne vous aime pas. Parce qu'une personne qui vous aime, peu importe ce que vous faites, il dit oh c'est bien, bravo, félicitations. Et s'il y a quelque chose à rectifier, il dira oh c'est bien, mais peut-être que la prochaine fois, cette partie, tu pourras la faire de cette manière. Mais il vous félicite quand même pour l'effort que vous avez fait. Mais si quelqu'un ne fait pas ça, c'est quelqu'un qui ne vous aime pas. Point à la ligne. Point numéro 6, s'attendre à ce que vous partagez leur opinion. C'est-à-dire que vous n'êtes pas autorisé à avoir une opinion différente. Dans la vie, les gens ne sont pas des copies les unes des autres. Chacun est différent.
Peut-être que vous aimez les cheveux courts plutôt que les cheveux longs. Vous aimez ci plutôt que ça. Si ce que vous n'êtes n'est pas illégal ou n'est pas indécent, où est le problème? Et enfin, point numéro 7, exigez que vous nommiez les dates et heures exactes lorsque vous discutez de choses qui vous dérangent. Et lorsque vous ne pouvez pas le faire, ils peuvent rejeter l'événement comme s'il ne s'était jamais produit. Par exemple, vous dites je peux pas aller te chercher au boulot parce que la dernière fois quand je l'ai fait, je suis arrivée en retard à mon boulot à moi et j'ai presque failli me faire virer. Et lui, il va dire, ouais, mais cette dernière fois, c'était quand exactement? C'était quelle date? C'était quelle heure? Etc. Votre mémoire, c'est pas un microprocesseur. Vous n'êtes pas supposé vous rappeler de tout ce qui s'est passé. Donc, si quelqu'un cherche la petite bête comme ça, si vous lui dites, oh, la dernière fois, voici ce qui s'est passé et ça m'a porté préjudice, donc je ne peux pas répéter cet événement encore. Si quelqu'un n'est pas content, c'est votre temps, ce sont vos efforts, vous larguez cette personne. Ce sont des gens qui vous cherchent la petite bête qui ne seront jamais contents. Donc, vous bougez avec votre vie, vous avancez, vous les laissez derrière. Un autre aspect aussi, ça c'était les 7 points qui montrent des attentes irréalistes que les gens peuvent avoir envers vous. Mais il y a d'autres aspects, c'est par exemple, ce sont des gens qui vous invalident. L'invalidation, c'est-à-dire que vous faites quelque chose de bien, au lieu de vous dire, oh c'est bien ce que vous avez fait, soit ils vous ignorent, soit ils vous attaquent, que ce soit émotionnellement ou physiquement. C'est-à-dire que quelqu'un qui a bien fait la maison, dans le cas de Marjorie, elle a très très bien rangé la maison, mais sa mère, au lieu de dire « Oh, félicitations, ma fille, t'as très très bien fait », soit sa mère l'ignore, soit sa mère l'attaque en recherchant la petite bête. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ne vous aiment pas. Quoi que vous fassiez, ils ne seront jamais satisfaits de vos efforts. Donc, un autre signe que quelqu'un peut être émotionnellement abusif est s'il vous invalide. Donc, voici quelques exemples d'invalidation. Ici, nous allons parler de 8 points. Donc, le point numéro 1, affaiblir, rejeter ou déformer vos perceptions ou votre réalité. Par exemple, vous pouvez dire « Oh, ce que tu m'as dit l'autre fois, ça m'a fait du mal. Tu m'as humilié devant mes amis. » Et lui va dire « Ben non, je t'ai pas humilié devant tes amis. Je t'ai juste dit que tu sentais mauvais. » Vous ne dites pas ça. Il y a des choses que vous ne dites pas en public. Vous prenez la personne à part et vous lui dites « Bon, le parfum que tu as mis, c'est pas vraiment un très bon parfum. » Mais vous n'humiliez pas la personne en public. Une autre forme d'invalidation, point numéro 2, refuser d'accepter vos sentiments en essayant de définir ce que vous devriez ressentir. Donc, dans le cas de la personne qui, soi-disant, sentait mauvais, si la personne dit à, disons, ok, c'est Emma et Guillaume. Guillaume a dit que Emma sentait mauvais devant tout le monde. Donc, Emma, bien sûr, elle se sent humiliée, elle est triste, elle est frustrée. Mais Guillaume refuse d'accepter que Emma a ses sentiments maintenant, qu'elle est humiliée, triste et frustrée. Elle lui dit, mais c'est pas si grave. Oh, vraiment, toi, t'en fais toute une montagne, hein, c'est un petit truc de rien du tout. C'était juste une blague. Donc, ça, c'est une personne qui refuse d'invalider vos sentiments. Point numéro 3, rappelez-vous, il y a 8 points. Point numéro 3, vous obligez à expliquer ce que vous ressentez encore et encore et encore et encore. Bon, vous avez déjà dit à la personne, ce que tu m'as fait l'autre fois en public, je me suis sentie humiliée et ça m'a rendu triste. Et Guillaume continue de dire, oui, mais comment ça t'étais triste? Franchement, un petit truc comme ça te rend triste? Si un petit truc comme ça te rend triste, alors qu'est-ce que ça va être quand ce sera un grand truc? Pour lui, c'est peut-être un petit truc, mais pour vous, être humilié en public, c'est un grand truc. Donc, l'autre personne refuse d'accepter vos sentiments. Ça, c'est une forme d'invalidation. Le point numéro 4, c'est un peu le même. Vous accusez d'être trop sensible, trop émotif ou même fou. Quelqu'un qui dit que vous en faites de trop,
ou que vous avez perdu la tête quand vous essayez d'exprimer quelque chose qui vous est cher. Comme d'habitude, comme ce que j'ai déjà dit précédemment, c'est quelqu'un qui ne vous aime pas. C'est quelqu'un qui ne vous accorde pas la valeur humaine que vous méritez. Et c'est un peu la même chose avec le point numéro 5. Ce sont des gens qui refusent de reconnaître ou d'accepter vos opinions ou idées comme étant valides. Par exemple, vous êtes en train de parler d'art et quelqu'un dit oui, Picasso c'est magnifique, c'est beau, c'est machin, nanana. Mais vous vous dites oui, c'est bien, mais moi j'aime beaucoup l'art de, je sais pas moi, Michel-Ange. Moi j'aime beaucoup Michel-Ange, le genre Michel-Ange, c'est beaucoup plus doux, beaucoup plus réaliste et c'est beaucoup plus, il y a beaucoup plus de couleurs qui sont euh, plus naturelles, etc. Et lui il dit quoi? Toi t'aimes ça ce genre de truc? Mais c'est ridicule. Moi je te dis Picasso c'est de la balle, c'est trop bien. Et mais vous dites mais non mais Michel-Ange il fait vraiment des trucs beaucoup plus réalistes. Et lui il dit mais oh les réalistes et tout ça, mais ça c'est rien du tout, et machin. Quelqu'un, même si vous avez une opinion valable, cette personne ne veut pas reconnaître vos opinions. C'est-à-dire que il y a des gens, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Par exemple, je sais pas moi, en musique, le rock contre, je sais pas, le rock contre le rap. Ah, moi j'aime le rap, moi j'aime le rock. Ces deux musiques sont tout à fait valables. Je veux dire, les gens qui travaillent dessus mettent du temps et de l'énergie à créer un album. Donc, c'est tout à fait valable, mais l'un rabaisse l'autre. C'est pas question qu'il n'aime pas le rap ou il n'aime pas le rock. C'est question que vous avez une idée. Au fond, c'est ça. C'est vous. Parce que si c'était le fils de la voisine, le chauffeur de bus, etc., ah, il va agréer avec cette personne. Mais là, le problème, c'est vous. Donc, une fois encore, c'est quelqu'un qui ne veut pas vous valider. Le point numéro 6, rejetez vos demandes, vos désirs et vos besoins comme étant ridicules ou immérités. Par exemple, vous avez travaillé toute la journée. Emma est infirmière. Elle a travaillé 16 heures parce qu'il y a une urgence à l'hôpital, etc. Elle a travaillé 16 heures. Maintenant, elle rentre à la maison du boulot, elle est fatiguée. Et son petit ami Guillaume est là, assis devant la télé. Il lui dit, alors c'est quand que tu vas faire à manger? J'ai attendu toute la journée. Donc, c'est quelqu'un qui rejette les besoins d'Emma. Emma est fatiguée, elle doit se reposer. Elle sait pas, vous avez travaillé pendant 16 heures à sauver des vies, dans l'urgence, etc., courir partout. euh, et maintenant, vous rentrez à la maison, vous devez en plus cuisiner un gourmet, un plat gourmet pour un gars qui est feignant, qui a passé la journée devant la télé ou à jouer aux jeux vidéo. Donc, ça, c'est aussi une forme d'invalidation. C'est quelqu'un le Guillaume, il n'est pas en train d'accepter l'état physique de Emma, ses besoins émotionnels, qu'elle a besoin de se reposer. Si c'était un petit ami aimant, eh ben, il aurait déjà, lui, préparé à manger pour elle, la maison serait propre, et comme ça, tout ce qu'elle a à faire, c'est de rentrer, manger, prendre un bain et aller se coucher. Mais quelqu'un qui ne vous aime pas ne ferait pas quelque chose comme ça. Et enfin, le point numéro 7, c'est l'avant-dernier. Suggérez que vos perceptions sont fausses ou que l'on ne peut pas vous faire confiance en disant des choses comme vous exagérez ou tu n'en fais que toute une montagne, c'est un petit rien. Donc, c'est quelqu'un qui vous dit devant tout le monde, vous sentez mauvais. Et c'est un peu comme le point numéro 1 et le point numéro 2. Hein. Il vous dit devant tout le monde, vous sentez mauvais et vous le dites, non, parce que tu m'as humilié devant tout le monde. Et lui, il dit, oh, t'en fais toute une histoire, c'est rien. Donc, c'est quelqu'un qui rabaisse vos sentiments, votre compréhension et qui vous infantilise en quelque sorte. Enfin, le point numéro 8, le dernier. Vous accusez d'être égoïste, nécessiteux ou matérialiste si vous exprimez vos désirs ou vos besoins. On s'attend à ce que vous n'ayez pas de désir ou de besoin. Ce sont des gens qui ne vous voient pas comme des humains. Pour eux, vous êtes des robots. Un robot n'a pas de besoin. Vous devez juste charger la machine et c'est tout.
Un robot ne ressent pas de la peine, ne ressent pas de l'humiliation. Vous pouvez vous mettre devant un robot et le traiter de tous les noms. Un robot, ça va lui faire ni chaud ni froid. Et donc, ce sont des gens qui vous voient comme ça. Vous devenez en fait une poubelle où ils jettent tout ce qu'il y a de mauvais en eux. Ils ont passé une mauvaise journée au boulot et donc ils rentrent à la maison, ils sont frustrés. Ils ont besoin d'une poubelle pour rejeter toute cette énergie négative. Ils la rejettent sur vous. Donc, c'est aussi une façon de vous invalider, d'invalider vos sentiments en tant qu'être humain, vos besoins en tant qu'être humain. En fait, votre être en tant qu'un être humain. Donc, ça, c'était la première partie de ce qui concerne la violence émotionnelle. Donc, on a parlé de ce qu'est la violence émotionnelle. On a aussi vu quelques signes de violence émotionnelle. Et il y a deux particularités de signes de violence émotionnelle. La première, c'est les attentes irréalistes. Et la deuxième, c'est les invalidations. Les attentes irréalistes, c'est-à-dire qu'on demande de trop de vous. On vous demande ce que vous n'êtes pas capable de faire. En plus, le manque de validation, c'est-à-dire que peu importe ce que vous faites, vous ne recevrez jamais de merci ou t'as bien fait, ou il n'y aura pas de validation dans ce que vous faites. Donc, ces deux choses, ce sont des aspects de la violence émotionnelle. La violence émotionnelle, c'est pas comme la violence physique. La violence physique, quelqu'un vous frappe, on peut voir le coup. Mais la violence émotionnelle, il vous frappe, mais c'est d'une manière qu'on ne peut pas voir. C'est émotionnel. C'est une atteinte à votre dignité, une atteinte à votre humanité. Voilà. Donc, dans la deuxième partie, nous en apprendrons plus sur les liens entre la violence émotionnelle, le chaos et le chantage. Ça, c'est la deuxième partie. J'espère que vous allez être là et que vous allez regarder. Merci et à bientôt. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo en ligne. Il y a sûrement quelqu'un que vous connaissez qui a besoin d'en savoir plus sur ce qu'il en est réellement des narcissiques et des problèmes de santé mentale. Si vous aussi, vous voulez me demander de développer un sujet sur les relations psychologiques qui vous intéressent, vous pouvez me contacter par le moyen de mon compte Buy Me a Coffee. Le lien est en bas. Merci et à bientôt.